Salut les Astrams. Aujourd'hui on se retrouve en direct du canapé. Pour une fois, c'est pas une séance de mécanique, c'est pas une séance de photo qui nous attend, c'est un peu autre chose, hein. On va changer un petit peu, on n'est pas très loin de la période de Noël. Donc on va se faire un petit récapitulatif de termes qu'on utilise dans la pratique, de termes un petit peu mathématico-physiques, de formules physiques, mathématiques, qui vont servir en fait à déterminer un petit peu l'usage de nos instruments, certaines caractéristiques de nos instruments. Cette vidéo, elle est destinée à tout le monde, hein, bien sûr, vous me connaissez. Je m'adresse aussi plus particulièrement aux futurs acquéreurs d'instruments d'optique et astronomique, télescopes, lunettes, jumelles, hein, voilà, soyons le plus large possible. Parce que je sais qu'en cette période de Noël, beaucoup d'enfants vont commander ce genre de choses au Père Noël, et que le pauvre Père Noël, c'est qu'il nous en pose un paquet de questions, hein. Et voilà, moi je souhaite lui filer un petit coup de main quand même, hein. J'ai pas mon bonnet de lutin, mais voilà, j'ai envie de filer un coup de main au Père Noël. Allez, on se retrouve après le générique, on voit de quoi je veux parler aujourd'hui. Comme je disais, on va voir tout un tas de définitions, de formules mathématiques aujourd'hui. On va simplifier la tâche, on va partir sur 3 grands thèmes. Tout ce qui va avoir rapport à l'instrument en soi, tout ce qui va avoir un rapport avec les oculaires, et on va aborder très rapidement tout ce qui va concerner la photo. Vous savez que j'adore faire de la photo, donc il y a quand même pas mal de petites choses qui vont s'orienter là-dedans, mais on va vraiment rester très large pour cette première vidéo. On y viendra plus tard dans d'autres vidéos que je vais aborder plus tard donc dans la vie de la chaîne. Sachant que cette vidéo d'aujourd'hui sera très fréquemment mise à jour. Il y aura des améliorations compte tenu de l'évolution des pratiques, de l'évolution de ma pratique et surtout aussi de l'évolution du matériel. C'est une introduction. La prochaine vidéo sera destinée à essayer d'aider toujours le Père Noël à faire du tri dans tout ce qui peut y avoir comme offre niveau astro. Donc si on peut lui filer un coup de main, pourquoi pas, hein. Alors, sans plus tarder, on attaque le gros morceau du jour, toutes les définitions. Première catégorie qu'on va voir, c'est tout ce qui se rapporte à l'instrument en soi. Quand on achète un télescope, une lunette, des jumelles, voilà, on se retrouve avec tout un tas d'éléments, et quand on est complètement novice, on n'y connaît pas grand-chose. Bien qu'on ait certaines définitions qui soient, on va dire, assez faciles à comprendre, d'autres sont quand même un peu plus techniques. C'est pour ça qu'on fait vraiment un point là-dessus. Première définition qui est importante de connaître, c'est ce qu'on appelle la focale. La focale, c'est quoi? La focale, c'est un élément qui est extrêmement important en astro, du fait qu'elle va quand même déterminer pas mal de choses derrière. Alors, définition de la focale. Alors, la focale, c'est la distance entre le foyer de l'image, c'est-à-dire c'est là où elle se forme, et le miroir, dans le cas d'un télescope, miroir primaire j'entends, et le début du tube optique, du train optique d'une lunette. Voilà. Donc c'est l'entrée des lentilles, quoi, entre les lentilles et le point focal, là où se forme l'image. Donc cette focale, généralement on la nomme grand F, et elle s'exprime en millimètres. Ça, c'était une définition assez simple. La deuxième,
elle est elle aussi très très simple, d'autant plus qu'elle n'a pas d'origine purement astronomique, tout comme la focale, c'est la notion de diamètre. Définition d'un diamètre, bon bah ça, je vous renvoie à vos cours de mathématiques, pour moi c'était en primaire, avec les évolutions de programme, pour le peu qu'on ne voit pas ça en terminale maintenant, on ne sait jamais. Donc le diamètre, eh ben, c'est tout simplement la taille de votre miroir primaire dans le cas d'un télescope, ou la taille de votre lentille, ou plutôt de votre groupe de lentilles. J'espère pour vous que vous n'achetez pas soit des jumelles, soit des lunettes avec une seule lentille, sinon bonjour les dégâts, enfin, on verra ça plus tard. Et donc là, ça, voilà, c'était la définition deuxième, très simple. Celle-ci, ce diamètre, on le nomme généralement grand D, et lui aussi s'exprime en millimètres. Donc, si on prend le cas de mon télescope, donc moi c'est un télescope de Newton, d'une focale de 750 mm et d'un diamètre de 150 mm. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle le rapport grand F sur grand D. Donc ça, c'est un rapport d'ouverture. Qu'est-ce que ça traduit? Alors, ça traduit en fait la capacité de votre instrument à être plus ou moins lumineux. C'est-à-dire que plus... là, on va vraiment schématiser de façon à ce que ce soit assez compréhensible de tout le monde. Si vous avez un miroir qui est très très grand, ce miroir ou ce groupe de lentilles très très grand a une forte capacité de capter de la lumière. Donc il va être plus lumineux que quelque chose de plus petit. Ça se comprend assez facilement. Si vous avez, là c'est un petit peu plus abstrait, si vous avez quelque chose qui est une très très grande focale, vous allez avoir la capacité technique d'atteindre des grossissements qui seront beaucoup plus importants. On va voir ça après, je vous rassure, ça sera un petit peu plus clair après. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donc dire qu'un instrument, quel qu'il soit, qui a un rapport focal sur diamètre relativement faible, donc on va le considérer en dessous de 8, c'est à peu près une norme, c'est à peu près un chiffre qui est acquis par tout le monde. On va donc considérer cet instrument comme étant lumineux. Donc qui dit lumineux, dit qu'il va avoir une forte capacité à capter de la lumière. Donc, on peut en dire quoi? Qui va vraiment tirer son épingle du jeu dans un domaine assez particulier, assez précis, qui est les objets du ciel profond. Si par contre, vous avez un instrument dont le rapport focal sur diamètre est supérieur à 8, donc c'est-à-dire relativement grand. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il va être moins capable de capter de la lumière. Par contre, vous allez être plus capable d'aller chercher du grossissement. Donc là, ça implique quoi? Ça veut dire que vous allez tirer votre épingle du jeu plutôt du côté planétaire. Il ne faut pas perdre de vue une chose. C'est pas parce que vous avez un télescope ou une lunette ou des jumelles qui ont des rapports focaux sur diamètre faibles, donc inférieurs à 8, que vous ne pouvez pas faire de planétaire. C'est pas ça que j'ai dit. C'est que c'est pas leur domaine de prédilection. Et inversement, si vous avez un instrument dont le rapport focal sur diamètre est très grand, c'est pas que vous pouvez pas faire de ciel profond. C'est que c'est pas là où il va être super. Vous allez y arriver, ça sera plus compliqué, mais vous allez y arriver. Il y a beaucoup d'astronomes amateurs, regardez sur les réseaux, qui font, par exemple avec un télescope comme le mien, qui font du planétaire. Avec un télescope, notamment je pense à des Schmidt-Cassegrain, des Maksutov, qui sont généralement des instruments avec des rapports focal sur diamètre très grands, qui font du ciel profond. Donc voilà, c'est une question, c'est en fait, c'est vraiment cette capacité à avoir, à capter de la lumière ou à aller chercher le grossissement. Donc voilà, c'est ça surtout. Ensuite, il y a une notion aussi qui est importante, c'est ce qu'on appelle la notion de pouvoir séparateur.
qu'est-ce que le pouvoir séparateur d'un instrument? Alors, quand vous regardez le ciel, et que vous avez deux étoiles qui sont très très proches, tellement proches en fait qu'elles pourraient être collées l'une à l'autre, et ben, le pouvoir séparateur, c'est une indication qui s'exprime donc en millimètres, ce pouvoir séparateur, ça va être la capacité d'un instrument à séparer deux objets en apparence très très proches. Voilà. Donc si on prend donc la formule, le pouvoir séparateur, généralement c'est grand P, petit s, pouvoir séparateur. Il est exprimé donc en millimètres, comme je disais, et il est égal à 120 divisé par le diamètre en millimètres de votre instrument. Donc, dans mon cas, ça fait 120 divisé par 150, ça fait 0,8. C'est-à-dire que je vais être capable... D'ailleurs, j'ai dit une bêtise. Oui, il ne s'exprime pas du tout en millimètres. Je dis n'importe quoi. Attendez, je reprends mes notes. Il ne s'exprime pas en millimètres du tout. Il s'exprime en secondes d'arc. Il s'exprime en secondes d'arc. J'ai raconté n'importe quoi, moi. Donc, ça veut dire que mon télescope est capable de séparer des éléments distants de 0,8 secondes d'arc. Voilà, ce qui n'est pas beaucoup. Voilà. Bon, enfin, c'est pas le pouvoir séparateur le plus dingue que je connaisse. Il y en a qui sont largement en dessous, mais voilà, comme on peut le voir, ça dépend forcément du diamètre. Plus vous allez avoir un diamètre important, plus vous allez pouvoir séparer des objets très très proches. Voilà. Si vous prenez par exemple rien qu'un... donc le diamètre au-dessus d'un télescope de 150 mm, c'est 200. Donc vous faites 120 divisé par 200. Et ben ça fait quoi? Ça fait... attendez, hop, on va se calculer ça. Je ne vous cache pas que j'ai un peu la flemme de sortir la calculette de tête. Hein, on est le matin. Donc bon, 120, j'ai dit, divisé par 200. Hop, et ben ça nous fait un pouvoir séparateur à 0,6 secondes d'arc. Donc vous voyez, déjà on gagne un petit peu. Ensuite, là, on va quitter un petit peu l'instrument pour parler vraiment ciel. Je ne savais pas trop dans quelle catégorie classer ça, mais bon, bref. Alors, quand vous regardez une étoile, quand vous regardez les catalogues d'étoiles, on vous indique que telle étoile a une magnitude de temps. Temps, T-A-N-T, hein, pas T-E-M-P-S, hein, je précise. Qu'est-ce qu'une magnitude? C'est tout simplement une mesure sans unité de la luminosité d'un objet. Voilà. Alors, si l'objet est ponctuel, c'est fastoche à comprendre. Donc, c'est relativement simple à comprendre. Ensuite, vous avez une petite distinction. Vous avez ce qu'on appelle la magnitude apparente. La magnitude apparente, c'est la luminosité, enfin donc la mesure de la luminosité de l'objet vue depuis la Terre. Comme je disais, pour une étoile, c'est simple à comprendre. Par contre, pour un objet un peu plus diffus, du style une nébuleuse, une galaxie, des poussières, des choses comme ça, donc c'est un peu plus abstrait. Donc en fait, on parle plus de ce qu'on appelle la magnitude surfacique. Alors, rassurez-vous, on voit ces termes, c'est un peu plus poussé. La magnitude surfacique, c'est tout simplement, vous prenez votre objet diffus et vous faites la moyenne de sa luminosité. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, c'est une notion un peu plus abstraite. Retenez vraiment que la magnitude, c'est une mesure de la luminosité d'un objet. Voilà, ça ira très bien. Ensuite, on a aussi une notion qui est importante à connaître, c'est toujours une magnitude, mais c'est la magnitude limite de votre instrument. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça? Quand vous regardez quelque chose à travers votre instrument,
vous êtes limité par plusieurs éléments. Vous êtes déjà limité par la capacité de votre œil, qui fait aussi partie de l'instrument. Hein. Vous mettez à la fin l'instrument, mais c'est quand même votre cerveau qui interprète ça. Et je vais parler de manière très schématique. Si votre œil n'est pas de bonne qualité, il va y avoir un problème. Donc déjà, vous êtes limité par votre œil. Vous êtes limité par les caractéristiques techniques aussi de votre instrument. Il n'a pas des capacités qui sont infinies. Et aussi, vous êtes dépendant, et ça malheureusement de plus en plus ça devient la galère, vous êtes dépendant de tout ce qui va être conditions environnementales. La pollution lumineuse, CF ma dernière vidéo, ça c'est vraiment de plus en plus catastrophique, et j'ai l'impression qu'on ne va pas vers du mieux. Et encore, on n'est pas en Belgique. Si vous voulez voir à quoi ressemble le ciel étoilé en Belgique, allez voir sur le site de l'AVEX et vous vous déplacez jusqu'au nord de la France, Lille, et la métropole lilloise et puis la Belgique. Vous verrez que là, ils ne sont pas gâtés du tout, les pauvres. Alors, cette fameuse magnitude limite, moi je la note grand M LI. Magnitude limite de l'instrument. LI limite de l'instrument. Elle est donnée par quoi? Elle est donnée par la magnitude de l'œil, plus 5 fois le logarithme décimal du diamètre divisé par 6. Là, si vous sortez pas d'abacès, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Donc, si on réfléchit, la magnitude de l'œil, elle détermine quoi? Elle détermine en fait la magnitude maximum que vous pouvez voir dans un lieu donné. Et c'est là qu'il faut comprendre un petit peu. Souvenez-vous, lors de la dernière vidéo sur la pollution lumineuse, je vous parlais de l'échelle de Bortle. Là, en fait, on comprend, et je l'avais expliqué d'ailleurs à ce moment-là, que quand vous êtes dans un environnement qu'on appelle Bortle 7, Bortle 8, Bortle 9, c'est-à-dire donc c'est les cieux qui sont situés en ville. On ne voit pas grand-chose. Donc la magnitude maximum que vous allez pouvoir voir avec votre œil, elle n'est pas terrible. En gros, on considère que en ville, mais vraiment en pleine ville, on peut aller jusqu'à la magnitude 2 à l'œil nu. Si vous êtes plus situé sur un ciel plutôt de qualité Bortle 4, Bortle 5, c'est-à-dire proche, campagne proche ville, voilà, campagne un peu éloignée, campagne un peu proche ville. Là par contre ça change un peu la donne. Vous allez pouvoir avoir une magnitude limite de votre œil qui va déjà monter facilement à 6. Donc déjà il y a quand même un sacré écart. Et ça a quand même un sacré impact. Si vous faites donc cette petite formule que je vous ai notée, que je vous renote, je vous mettrai un petit tableau récapitulatif. Si je suis en pleine ville, avec toujours mon instrument, mon 150 mm de diamètre, je suis en pleine ville. Donc, en gros, je vois jusqu'à la magnitude 2. Eh ben, je fais le calcul, je ne pourrais pas aller plus loin qu'une magnitude de 9,5. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas aller choper un objet de magnitude 12. Par exemple. Maintenant, je ne suis pas en pleine ville. Je suis dans le Beaujolais, là où généralement je fais mes séances d'astrophoto. Là, je ne suis pas en ville. Je suis protégé, je suis plus sur un Bortle 4. Donc là, je peux aller facilement jusqu'à 5-6 de magnitude à l'œil. Et là j'atteins facilement du 12, 12,5, voire, mais j'ai pas tenté, je pourrais peut-être presque aller jusqu'à 13, mais j'ai jamais essayé. Enfin, je vous mettrai le tableau récapitulatif par rapport à mon expérience et à mon télescope. Bon, je vous rassure, on a fini déjà tout ce qui concernait l'instrument. Hein. J'espère que vous vous accrochez. J'ai conscience que la vidéo, elle est un peu balèze, mais on est obligé d'en passer par là. Maintenant, on va passer à tout ce qui concerne les oculaires. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite et d'être le plus clair possible. Vous achetez des oculaires.
vous avez des oculaires avec votre instrument. Regardez-les. Normalement, sur les oculaires, déjà, vous avez des petites informations qui sont quand même assez importantes à comprendre. Vous avez notamment le grossissement. Alors, qu'est-ce que c'est que le grossissement? Le grossissement, c'est le nombre de fois que va être grossi l'image par rapport au foyer. Et donc, elle est obtenue comment? On l'obtient tout simplement avec la focale de l'instrument et la focale de l'oculaire. La focale de l'instrument, vous l'avez dans les caractéristiques de votre instrument. C'est pareil pour l'oculaire. Vous avez la focale de l'oculaire sur les caractéristiques de votre oculaire. Donc, généralement, le grossissement, on l'appelle grand G, et donc c'est grand F, notre focale de l'instrument, divisé par grand F hoc, la focale de l'oculaire. Si je prends un exemple pour les oculaires que j'ai moi, si je prends donc les deux que j'utilise le plus souvent, donc j'ai un Vixen 9 mm, n'importe quoi, un Celestron Omni 9 mm et un Vixen NPL 20 mm. Déjà, dans les noms, je vous ai donné déjà les focales. Donc le Celestron Omni, il fait donc 9 mm de focale, ce qui nous donne j'ai dit quoi? J'ai dit la focale 750 divisé par 9, ce qui fait un grossissement de 87,33 fois. Voilà. Et ensuite, mon Vixen NPL de 20 mm, lui, me donne 750 divisé par 20, soit 37,5 fois de grossissement. Ça, c'était déjà donc un premier élément en ce qui concerne les oculaires. Ça vous donne déjà une capacité à comprendre un petit peu ça. Ensuite, il y a un autre élément qu'il faut comprendre en ce qui concerne les oculaires. On va parler de pupilles de sortie. Alors là, on va quitter pendant quelques instants un petit peu le domaine de l'astro et on va s'intéresser à notre œil. L'œil, il est constitué d'un iris. Cet iris est actionné par des muscles, beaucoup de muscles, qui ont en fait la particularité de pouvoir rétrécir l'iris en cas de forte luminosité ou de l'ouvrir en cas de faible luminosité. Par contre, ces mécanismes d'ouverture et de fermeture, un petit peu comme le diaphragme d'un appareil photo, c'est pas infini. Hein. Vous avez forcément une ouverture maximum et une ouverture minimum. Donc à la limite, j'ai envie de vous dire, l'ouverture minimum, on s'en fout, ça serait en pleine journée. On s'en fiche. Par contre, l'ouverture maximum, ça, elle nous intéresse. Du fait que moins vous avez de lumière, plus votre iris doit s'ouvrir. Pour justement laisser le plus possible entrer d'informations. Elle a une capacité de dilatation au maximum, on admet. Chez les jeunes, elle se dilate jusqu'à 7 mm à peu près, et chez les personnes un petit peu plus âgées ou qui ont des problèmes de vue, 5 mm. Donc si vous faites la moyenne, on va considérer que c'est 6. Donc, la pupille de sortie moyenne maximale, elle est de 6 mm. C'est important à retenir. On peut aussi calculer la pupille de sortie en fonction d'un oculaire. C'est-à-dire que ça va nous permettre de voir si on est dans les clous ou pas de notre pupille moyenne maximale de 6 mm de notre œil. Comment on fait ça? C'est pas compliqué. Elle varie selon, donc, comme je disais, l'âge. Pour la pupille, on revient en arrière. Calculer cette pupille de sortie. Donc, elle va donc être fonction de deux éléments qui sont donc propres à l'instrument, donc au diamètre, et au grossissement de votre oculaire. C'est vraiment une combinaison des deux éléments. La pupille de sortie, moi je l'appelle grand P SO, S sortie, O oculaire. Je l'appelle comme ça. Elle est donc égale à grand D le diamètre de l'instrument, exprimé en millimètres, divisé par grand G, le grossissement de l'oculaire en question. Si je fais par rapport à mes oculaires, donc toujours les deux mêmes, on part sur les deux mêmes, mon Celestron Omni et mon Vixen NPL.
La pupille de sortie de mon Célestron Omni, elle est donnée par la formule que je viens de vous donner. Donc PSO est égal à mon diamètre, 150, divisé par mon grossissement. Je vous rappelle que le grossissement chez moi était de 83,33. Ça nous fait donc une pupille de sortie, donc un diamètre de l'image à la sortie de l'oculaire de 1,8 mm. Je suis dans les clous, je suis en dessous de 6. Peut-être même envie de vous dire que je suis un peu bas. Mais bon. Pour le Vixen NPL, là ça nous donne la formule suivante. La pupille de sortie, PSO, est égale à 150, mon diamètre, divisé par le grossissement, 37,5. Ce qui nous donne une pupille de sortie, donc toujours ce fameux diamètre de l'image à la sortie de l'oculaire, de 4 mm. Je suis encore dans les clous, je suis inférieur à 6, je suis bien. Par contre, si je prends par exemple un oculaire qui aurait donc un grossissement, alors j'ai pas fait le calcul, on va dire un grossissement de 80 fois. Tiens, on va faire l'exemple comme ça. Il a un grossissement de 80 fois. Je fais le calcul en direct avec vous. Donc ça nous ferait donc que la pupille de sortie de cet oculaire serait égale à 150, mon diamètre en millimètres, divisé par le grossissement 80. Ouais. Je suis pas bien d'accord. Bon, oubliez ce détail-là. Oubliez ce détail-là. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me chiffonne. Il y a un petit truc qui me chiffonne. Bon, bref, je vous ferai un petit bidule sur l'écran quand je montrerai la vidéo. Il y a un truc qui ne me va pas. Bref, le fait est que si jamais vous calculez cette pupille de sortie et que vous tombez par exemple sur 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre image à la sortie de votre oculaire va faire un diamètre de 8 mm. Ouais. Sauf que la pupille de sortie maximum de votre œil, elle est de 6. Donc ça veut dire que vous avez 2 mm que vous paumez. Vous avez 2 mm de lumière que vous perdez. Donc vous allez perdre de la luminosité. Vous perdez de l'information utile. C'est pas dramatique. En soi, c'est pas dramatique. Mais il y a mieux. Il y a quand même mieux. Donc voilà, c'est aussi une notion qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Partons plutôt, après que je me sois aperçu que j'ai dit des grosses âneries, partons plutôt sur un nouvel exemple, qui cette fois-ci, je l'ai calculé, vérifié, c'est tout bon, on est dans les clous. Partons sur un oculaire qui a un grossissement, admettons, de 18 fois. Je ne sais même pas si ça existe, si ça serait compatible avec mon télescope, j'en sais rien. C'est juste pour l'exemple que je vous dis ça. Ça nous fait donc que si on calcule la pupille de sortie de cet oculaire, et donc on obtient quoi? On obtient donc notre diamètre, 150 mm, divisé par le grossissement, 18, ce qui nous donne donc une pupille de sortie de 8,33 fois. 8,33 mm, pardon. Décidément, je ne vais pas y arriver avec cette vidéo. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Là, en fait, on va perdre de l'information parce qu'on est au-delà de notre pupille de sortie maximum, moyenne maximum de notre œil. On va perdre un petit peu d'information. Donc, qui dit perdre de l'information, dit perdre de la lumière. Si on perd de la lumière, on va dégrader très légèrement notre image. Mais on va dire que c'est pas dramatique. Mais il y a mieux, effectivement, comme je disais. Bon, allez, hop, je vous laisse retourner à la vidéo en espérant que j'arrête de dire des boulettes, enfin de faire des boulettes. Voilà, allez, salut! Ensuite, on a tout ce qui va être les notions de grossissement minimum, maximum et utile. Là, celui-ci, le grossissement minimum, en fait, il est donné, et en fait, on le comprend. En fait, c'est la réciproque de la formule d'au-dessus. Il est donné par la division du diamètre par la pupille de sortie maximum de votre œil, qui est 6 mm. Si vous considérez ça, ça vous donne donc le grossissement minimum. Donc, dans mon cas, le grossissement minimum,
est égal à 150, mon diamètre, divisé par 6. C'est-à-dire que mon grossissement minimum, c'est 25 fois. Je ne vais pas descendre en dessous, parce que si je descends effectivement en dessous de 25 fois, je vais avoir un problème. Donc là, on arrive à comprendre, c'est tout simplement des produits en croix, des choses comme ça. Maintenant, ce qu'on appelle le grossissement utile. Le grossissement utile, lui, en fait, c'est plus une notion qu'un calcul. C'est le grossissement qui va vous permettre, en fait, le meilleur compromis entre qui va vous permettre d'avoir, en fait, une bonne vision dans des conditions, on va dire, lambda, quoi. Voilà, dans des conditions courantes. Par contre, le grossissement maximum, lui, il a quand même aussi une utilité. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, votre instrument, il n'a pas des performances qui sont infinies. Et en fait, si on veut... en fait, il existe un point au-delà duquel vous aurez beau grossir plus, hormis avoir une image qui sera moins lumineuse, vous n'aurez pas de détails supplémentaires. Généralement, on accorde que c'est le diamètre multiplié par 2, le diamètre de l'instrument multiplié par 2. Donc, moi, dans mon cas, ça serait 150 multiplié par 2, donc 300. Voire on peut pousser à 2,5 si vraiment on est dans d'excellentes conditions. D'excellentes conditions techniques, de par la qualité de l'optique, ou des conditions météorologiques, dans un ciel parfaitement super. C'est malheureusement pas forcément toujours le cas. Il n'y a pas beaucoup de régions en France où on a des super cieux. Ensuite, là, on va atteindre une partie qui est qui est un peu plus compliquée. Un oculaire, il a un champ, ce qu'on appelle le champ apparent. Donc, c'est une donnée qui est propre en fait à l'oculaire. Elle ne va pas varier. Elle est inhérente à l'oculaire et à la famille de l'oculaire, et généralement vous la retrouvez dans la documentation de l'oculaire. Alors je vous rassure, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, sinon la vidéo va faire 4 heures, voire même plus. Il y a un groupe de vidéos qui va sortir, il faut vraiment que je me penche vraiment sur le sujet, mais ça va sortir sur la chaîne, je pense, d'ici les prochains mois, sur les oculaires, comprendre les oculaires, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ça fonctionne en fait en fonction de la famille de l'oculaire, donc de sa conception. On va considérer que vous avez plusieurs familles, mais les champs apparents sont fixes. Généralement, vous trouvez du 50 degrés, du 82 degrés, du 110 degrés, voire plus, voire moins, mais c'est moins répandu. Alors, le champ maintenant réel, parce que donc le champ de votre oculaire qui fait donc 50 degrés, c'est bien beau, mais ça correspond à quoi sur le ciel? En fait, c'est ça. Le champ réel correspond à la portion de ciel qui est couverte par votre oculaire. Ça peut paraître un petit peu technique, mais ça se comprend assez facilement. Votre champ réel, donc généralement, on l'appelle C, grand C, petit r, champ réel. C'est égal donc au champ apparent, CA, divisé par le grossissement de votre oculaire. Donc, on continue toujours avec l'exemple des deux que j'utilise le plus couramment. Alors, mon Celestron Omni, lui, il a un champ de 50 degrés, un champ apparent. Ce qui fait un champ réel de 0,6 degrés. Maintenant, mon Vixen NPL, pareil, il a lui aussi un champ apparent de 50 degrés. Je tiens à préciser, ces deux oculaires-là, je les ai achetés. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient partie de la même famille d'oculaires. Et en fait, je voulais remplacer d'anciens oculaires qui ont très mal vieilli. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai remplacés et je cherchais des oculaires à peu près équivalents. Voilà. Mon Vixen, donc lui, a un champ apparent de 50 degrés. Par contre,
sa focale n'est pas la même, son grossissement n'est pas le même. Donc là, j'obtiens un champ réel de 1,33 degrés. C'était donc pour l'exemple. Tout ce qui concerne les oculaires, on est au bout. Par contre, maintenant, on va atteindre donc la partie très rapide, on va aborder ça vraiment de manière très très rapide, c'est tout ce qui concerne le capteur, donc plutôt l'aspect photo. Alors, on va faire un rapide tour d'horizon. Qu'est-ce qu'on appelle un pixel? Le pixel, c'est la composante d'un capteur numérique, c'est l'unité de base, si vous voulez. C'est là que les photons vont être collectés. Votre lumière, elle arrive, elle traverse certains éléments du capteur et elle atterrit dans ce qu'on appelle le photosite, plus communément le pixel. Voilà. Pixel, c'est la représentation numérique du photosite. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le capteur? Le capteur, c'est l'ensemble des pixels, l'ensemble des photosites. Il y a plusieurs tailles qui existent. Alors, ça va du tout petit, qui va pas coûter très cher, au hyper balèze, qui là, par contre, pour le coup, va coûter à peu près 12 bras. Donc, on va dire qu'il y a quand même des tailles qui sont assez courantes. Alors, en astro, vous avez le 1/4 de pouce, vous avez le 1/3 de pouce, c'est ce que j'ai actuellement avec la ZWO ASI. Vous avez ensuite le 1 pouce, le format 1 pouce carré. Alors, le 1 pouce carré, il va être intéressant parce que ça sera, je pense, d'ici facilement une grosse année, ma future caméra. Elle aura un format 1 pouce carré. Après, donc, vous avez des formats qui sont encore plus grands. Vous avez le format 4/3, le format APS-C, le plein format, et puis vous avez des monstres qui sont en train de sortir, mais là qui coûtent vraiment la peau des fesses. Pourquoi ça coûte de plus en plus cher? Tout simplement parce que ça nécessite d'avoir des ressources minérales, notamment de la silice, du silicium, qui coûtent très cher en fait à extraire. Et fabriquer ce genre de choses, je veux bien que les technologies ont grandement évolué et que ça coûte de moins en moins cher à produire. Par contre, le coût des matières premières a vraiment, quant à lui, explosé. Donc c'est pour ça que ça coûte un peu cher. Enfin, que ça coûte très cher. On va maintenant s'attarder sur la dernière notion qui est importante à connaître. En photo, c'est la notion d'échantillonnage. Cet échantillonnage, il est essentiel. Ça, c'est une formule. Maintenant, je vais faire une vidéo dessus pour vraiment expliquer les tenants, les aboutissants de cette caractéristique-là, mais c'est hyper important de le connaître. C'est quoi l'échantillonnage? Votre photo, elle est composée de pixels. L'idée, c'est de se dire, un pixel, ça représente combien d'angles, donc d'arcs secondes, sur le ciel. Voilà, c'est ça. Donc c'est la portion de ciel qui est représentée, qui est contenue dans un pixel. On pourrait se dire, oulala, mais ça va être une formule de Barjot. Pas tant que ça. Pas tant que ça, vous allez voir. L'échantillonnage, grand E, est égal à 206, qui est une valeur moyenne communément admise. Je vous épargne la formule vraiment détaillée. Dépend de la longueur d'onde, de la lumière, machin, bidule. Bref, on va considérer 206, c'est plus simple. 206 fois P, la taille du pixel exprimée en micromètres, divisé par F, grand F, la focale de l'instrument exprimée en millimètres. Et donc, ce fameux échantillonnage grand E s'exprime en secondes d'arc. Donc, dans mon cas actuel, mon échantillonnage grand E est égal à 206 fois la taille de mes pixels en micromètres, 3,75, divisé par la focale de mon instrument, 750 mm, ce qui me donne un échantillonnage de 1,03 ou 8, je ne sais plus, secondes d'arc. Donc c'est bien beau, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de mes pixels va correspondre à 1,03 ou 0,08, je ne sais plus, secondes d'arc dans le ciel. C'est bien beau, mais ça ne vous parle pas des masses. Ça parle, mais ça sert aussi à d'autres choses. C'est un paramètre qui est extrêmement important.
quand vous allez faire d'autres étapes de l'astrophoto. L'autoguidage. Donc l'autoguidage, c'est la capacité qu'on confère à une monture d'apporter des petites corrections de façon à pouvoir poser encore plus longtemps. Voilà. Le seeing aussi. Donc le seeing, c'est l'ensemble des turbulences atmosphériques, des conditions météorologiques si vous voulez. Lui aussi, il s'exprime en seconde d'arc. Donc ça va nous permettre de comparer le seeing et notre échantillonnage, voir exactement où on en est et ce qu'on va pouvoir en faire. Ça va pouvoir aussi nous déterminer, on va pouvoir comparer le suivi de notre monture, qui lui aussi s'exprime en seconde d'arc, voir si on a un seeing, si on a n'importe quoi, si on a un suivi qui est suffisant par rapport à notre échantillonnage. Il y a tout un tas de choses comme ça qu'il faut comprendre. Mais ça, c'est pareil, ça fera l'objet de plusieurs groupes de vidéos plus tard. Bon, voilà, c'est bon. Prenez-vous un pchit G plus mal, hein, si vous en avez encore. Et je pense qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Vidéo dense, je l'admets, je l'accorde. N'hésitez pas, vous mettez pause, vous revenez en arrière, vous me demandez des compléments, il n'y a pas de souci, je répondrai, il n'y a aucun problème là-dessus. On s'arrête là pour celle-ci. On se retrouve dans 15 jours, ça sera la vidéo spéciale Noël. Et après, donc, on fera une petite pause d'un petit mois. J'ai besoin de me poser un petit peu. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis bon mois de décembre, les astrams. À ciao. Et puis bah si vous avez des conditions qui le permettent, bah bon ciel. Hein. Allez, salut!